Vous faites comme tout le monde, hein. Alors, les plus jeunes font Google avant PubMed maintenant. Moi, j'ai commencé par PubMed. Faites ventilation, ECMO, enfant. Zut. Et donc, plutôt que faire quelque chose de très professoral, je vais plutôt cibler quelques points, à partir en général d'une ou deux études. Très court, parce que Philippe m'a aussi dit, si tu parles trop, après on n'a plus le temps de parler entre nous, pour qu'on discute ensuite de quelles sont nos pratiques à propos de quelques points particuliers qui vont être comment vous ventilez, quel volume courant, quel PEP, est-ce que vous le laissez en ventilation spontanée? Parce que c'est Philippe qui organise, je vais dire un mot de la NAVA, parce que je sais qu'il aime beaucoup. Voilà, c'est plus parler de ça, parce que si on parle de médecine fondée sur les preuves, en termes de ventilation sous ECMO, j'aurais déjà fini mon topo. Alors, hein, pour mémoire, c'est d'autant plus amusant que vous savez comme moi que les données en termes d'ECMO, eh bien, les indications en pédiatrie sont en grande majorité respiratoires. Donc on aurait pu imaginer qu'on s'intéressait à la ventilation chez ces patients-là. Hein, quand on voit des poumons comme ceci ou chez le plus grand comme cela, on peut imaginer que même sous ECMO, eh bien, on puisse s'intéresser particulièrement à la prise en charge ventilatoire. Donc que faire? Alors, ça n'a jamais été publié, mais c'est ceux qui ont les cheveux les plus blancs. Sur les premiers congrès d'ECMO, hein, quand M. Bartlett s'est mis à faire ça, ça traînait, je crois bien qu'il y a eu un abstract dessus. Il y a des gens, alors que l'enfant là n'était pas en ventilation spontanée, hein, il était sédaté, il les extubait. Et on s'est vite aperçu que ne pas ventiler ou ne pas avoir de ventilation, même sous ECMO, ça n'améliorait pas le pronostic. Hein. Il y en a qui ont essayé. Alors ça, évidemment, il n'y a aussi que les plus vieux qui connaissent ce genre de comique. Hein, parce que, voilà. Et ça aggravait la situation et même la durée de récupération était plus longue quand on extubait les enfants sans ventilation spontanée, c'était des nouveau-nés, sous ECMO. Alors pourquoi hein, on sait que dès la période fœtale, c'est amusant que Hervé Valti soit là, dès que la période fœtale, eh ben, un poumon, un thorax, c'est fait pour ventiler. Alors, il y a bien d'autres gens qui se sont intéressés à ça. Hein. Et même si la fréquence est basse, hein, la sécrétion du liquide pulmonaire, la fermeture glottique, ça participe au maintien de la CRF, bien sûr, pendant la croissance pulmonaire, à l'alvéolarisation, à la maturation des pneumocytes et à la circulation sanguine. C'est-à-dire qu'un poumon qui ne ventile pas, un thorax qui ne ventile pas, la perfusion du poumon ne se fait plus. D'où une aggravation des phénomènes de Shunt. Donc ça, passons sur ces essais. Donc, il faut avoir une ventilation. Mais laquelle? Alors, on fait de la pression, on fait du volume, on fait du contrôle intermittent, on autorise une ventilation spontanée. Quel type de ventilation spontanée? Évidemment, puisqu'ils sont malades des poumons, on va se poser la question, est-ce qu'il faut mettre une PEP? Laquelle? Le volume courant. Si on autorise une ventilation spontanée, quel mode de trigger? Toutes ces questions, je me les suis posées en faisant le topo. Je ne vais pas obligatoirement vous donner de réponse. En tous les cas, ce qu'il faut éviter, c'est ça. Et je ne suis pas sûr qu'à la fin, vous allez comprendre ce qu'il faut faire pour éviter cela quand vous ventilez votre patient en ECMO. Alors, historiquement, je ne reprends pas les premières études chez l'adulte. Déjà, la ventilation poumon malade chez l'enfant, vous pouvez regarder dans les papiers, c'est tout juste si on parle des paramètres ventilatoires hein, dans les études anciennes. J'ai repris la première de Maurice, hein, puisque vous savez que c'est une des études qui a failli fermer la porte à l'ECMO chez l'adulte, qui est parue dans AJRCCM en 1994. Alors, eux, c'était une première option. Ils avaient repris la technique de Gattinoni, hein, dont je vais redire deux mots,
avec une épuration du CO2, mais une oxygénation par la voie des poumons, avec une oxygénation dite apnéique. Ils avaient fixé la pression d'insufflation maximale à 35 cm d'eau. Et ils avaient, avec ça, essayé de voir quel volume courant allait rentrer dans les poumons de leurs patients. Et on s'aperçoit dans l'article que finalement, ils n'ont pas du tout suivi ça, enfin ils ont continué à faire ça, mais ils se sont aperçus que avec l'oxygénation apnéique, ils n'arrivaient pas à avoir un volume courant suffisant, qui était plus proche, inférieur à 100 ml pour des adultes. Et donc après, ils ont mis la pression d'insufflation nécessaire à avoir un volume courant minimal à 250 ml. Ils ne parlent même pas, alors que c'est des patients qui ont un ARDS, ils ne parlent même pas du niveau de PEP qu'ils ont utilisé, ni comment ils ont choisi le niveau de PEP en fonction des patients. Donc une première technique qui est plutôt, on prend en charge les poumons, mais vous voyez avec des incertitudes sur ce qu'on fait en termes de volume courant, de PEP, etc., sur lesquels on va revenir. Et puis, la même année, est paru dans la ZAIO, un autre type de prise en charge et qui correspond finalement aux deux stratégies qu'on retrouve encore à l'heure actuelle sur la prise en charge pulmonaire au cours des ECMO. Alors là, c'était des ECMO véno-artérielles ou véno-veineuses, alors que la précédente, bien sûr, était uniquement véno-veineuse. Ils ventilaient les patients avec une pression réglée à 30 cm d'eau, la PEP à 10, la FiO2 était baissée à 0,4. Bien sûr, ils avaient un débit d'ECMO suffisant pour permettre ça. Une fréquence basse avec un I sur E à 2 sur 1. Alors, pourquoi ces deux stratégies dans la prise en charge de la ventilation sous ECMO? Parce qu'il y a en gros deux concepts, même si en pratique, il y en a surtout un qui a pris le pas sur l'autre actuellement, qui est soit avec votre CEC, vous oxygénez et vous décarboxylez, soit vous oxygénez par la voie des poumons et vous décarboxylez par la voie, grâce au circuit. Alors les techniques pour les assistances respiratoires totales, je passe, et qui ont, avec une simple canule, pris un essor très important depuis l'apparition des canules Avalon. Les autres techniques qui sont des assistances partielles, c'est l'ECOR et la REC, là la décarboxylation a lieu grâce au circuit, l'oxygénation par les poumons naturels. Et donc dans ce type de technique, vous êtes obligé de prendre en charge votre maladie pulmonaire. Alors pour ceux qui n'ont pas connu ça ou qui ne s'en souviennent pas, vous savez que dans les corps, eh bien, on utilise des très faibles débits. Alors, on peut utiliser une canule Avalon, mais dans la description initiale de la technique, il y avait une double cannulation, soit jugulo-fémorale, soit fémoro-fémorale. Et pour que ce type de technique fonctionne en termes d'oxygénation chez des patients qui sont en ARDS, il était utilisé une stratégie de protection pulmonaire avec l'oxygénation apnéique. Alors, dans la technique qui a été développée à Trousseau, mais qui est de moins en moins utilisée en tant que telle, c'est-à-dire avec l'apport de l'oxygénation apnéique, là, le principe est le même. La seule différence, c'est qu'il y a une seule canule avec une alternance drainage-réinjection par la canule jugulaire. Dans la prise en charge pulmonaire, eh bien, on fait appel, en dehors de la ventilation mécanique habituelle chez ces patients, des paramètres qui sont ceux qu'on règle dans tout type d'affection pulmonaire, enfin, il n'y a pas de particularité dans la prise en charge pulmonaire, on ajoute un cathéter dans la sonde d'intubation qui permet la diffusion de l'oxygène. Finalement, la ventilation, la PEP, ne sert qu'à recruter le poumon pour que l'oxygène puisse diffuser jusque dans les alvéoles. Ce n'est pas du tout une technique de lavage d'espace mort, il n'y a pas de débit suffisant pour faire un lavage d'espace mort, c'est juste de l'oxygénation apnéique. Alors pourquoi apnéique? Parce qu'on est à fréquence ventilatoire très basse.
Voilà le cathétrachéal. Et voilà sur la publication Princeps de Gattinoni, qui avait mis en place ces techniques chez l'adulte. Vous voyez la mise en place de ce cathétrachéal. Alors tout ça, ça repose sur des expériences qui sont très anciennes. La première est de 44, mais celle qui est publiée, c'est en 59 par Frumin dans l'anesthésiologie. Et on sait depuis cette période qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'oxygène et même de beaucoup d'alvéoles saines pour arriver à oxygéner un patient. Alors bien sûr, là, c'est des patients qui ont des poumons sains. Vous voyez qu'on les met en apnée en les curarisant. C'est des volontaires sains. En les curarisant, vous voyez qu'avec un petit débit d'oxygène mis dans la trachée, ils maintiennent une saturation en artérielle strictement normale pour des durées d'apnée qui sont très importantes. En revanche, bien sûr, ils sont hypercapniques et c'est ce à quoi sert le circuit pour épurer le CO2. C'est même à partir de ces travaux que Slutsky, qui est un grand à la fois réanimateur mais surtout physiologiste de la ventilation, avait essayé de mettre en place les techniques de TGI. Alors, pourquoi tout le monde ne fait pas ça, indépendamment des histoires de pompes pour la REC? C'est parce que avec ce cathéter trachéal, et on voit bien que c'est ce qui a posé problème dans l'étude de Maurice, ce qui n'est pas du tout critiqué dans la littérature, c'est que comme vous avez un débit inspiratoire supplémentaire, votre ventilateur, qui se base sur le VT expiré, va ne cesser de baisser le VT insufflé. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec des VT qui étaient trop bas, puisque sa valeur de consigne est le VT expiratoire, ce qui mesure à la sortie. Donc vous ne pouvez pas gérer le volume courant. Vous ne savez pas ce qui rentre dans votre patient. Donc chez des patients qui sont a priori malades du poumon, c'est quelque chose qui intellectuellement est difficile. Et vous n'avez pas de pression de plateau. Donc là aussi, vous ne pouvez pas gérer la pression de plateau, ni bien sûr la pression motrice. Il y a des risques d'autopep avec ce débit inspiratoire surajouté, et puis il y a des risques autres. C'est un gaz qui est sec, même si on essaye de l'humidifier, ça peut causer des hémorragies trachéales. Et puis si votre sonde d'intubation se bouche, eh bien comme le cathétrachéal va en dessous, à l'extrémité de la sonde d'intubation, vous avez des risques d'épanchement gazeux qui ne sont pas aisés. Donc ces techniques qui, a priori, au départ, sont les moins traumatiques pour le poumon, avec une assistance partielle et a priori moins agressive, ont progressivement disparu, et même Gattinoni maintenant ne fait plus de la réelle écor avec un cathétrachéal, il fait des assistances partielles sans cathétrachéal, et il faut reconnaître que les cheveux blancs disparaissant, enfin pas tout à fait, de la réanimation de Trousseau, la mise en place du cathétrachéal devient, il faudra leur demander s'ils le font encore, devient de plus en plus rare. Et donc on se retrouve maintenant dans l'étude de César, qui a été quand même le renouveau de l'ECMO chez l'adulte, et du coup du renouveau de l'ECMO tout court, eh bien on voit que le choix est plutôt fait sur des assistances avec une assistance totale où est prise en charge l'oxygénation et la décarboxylation, avec des limites de pression de PEP qui sont en accord avec les recommandations de la prise en charge de l'ARDS. Une fréquence basse, un TI qui est ce qu'il est, et la FiO2 basse. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que le choix s'est dirigé progressivement sur ce type de prise en charge ventilatoire pendant l'ECMO. Alors, on va essayer d'en voir le rationnel. Est-ce qu'il faut faire ça finalement, parce qu'on fait les recommandations de l'ARDS? Y a-t-il des raisons à ça? Alors, si on reprend l'étude, qui est une étude rétrospective sur l'épidémie H1N1, qui est une étude française, quel VT doit-on cibler avec ce type de prise en charge?
Alors c'était sur 123 patients, si je ne me trompe pas. Ça, c'est les paramètres pré-branchement, après stabilisation. Vous voyez que les volumes courants sont ceux habituellement recommandés, avec une pression de plateau qui était un peu haute et une pression motrice assez élevée. Et on voit que la mise sous ECMO permet, avec les paramètres qui étaient précités, qui étaient à peu près équivalents, avec la même pression, la même PEP, permet de diminuer le volume courant insufflé pendant l'ECMO, la pression de plateau et bien entendu, de fait, la pression motrice. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir pu diminuer ce volume courant grâce à la mise en ECMO? Eh bien, apparemment, oui, puisque même si en volume courant, la différence n'est pas significative, mais on voit que quand on a pu diminuer suffisamment le volume courant et donc la pression de plateau et donc la pression motrice, eh bien, on a plus de chances de survie que pour les autres. Du coup, au moins il y a une étude de prospective, les gens se sont dit, mais peut-être il faut avoir comme cible 3 ml de volume courant et voir si ça a un effet sur la survie. C'est l'étude de Bain qui est parue dans Intensive Care, où là ils ont randomisé des patients avec ECMO, enfin épuration, ECOR, pardon, c'est une ECMO partielle, avec un volume courant à 3 ml et puis le reste étant selon les recommandations de la RDS, la RDS net, pardon, c'est-à-dire plutôt une PEP haute, c'est-à-dire au-dessus de 10 en tous les cas. Et puis les autres patients où ils sont ventilés avec un volume courant à 6 ml, mais sans épuration du CO2. Eh bien malheureusement, avec 40 patients dans chaque groupe, malheureusement, ils n'ont pas réussi à montrer un effet sur la mortalité. C'est-à-dire donc, il y a certes une augmentation à 60 jours de la durée d'extubation, mais mettre 3 ml ou avoir une cible de 3 ml, entre guillemets, quitte à mettre une ECMO, a priori, n'a pas d'effet sur la mortalité. Alors, juste comme remarque, pour la pédiatrie, dans les SDRA respiratoires, vous voyez que leurs critères de branchement sont un peu larges. Ce n'est pas les plus graves non plus. Donc le volume courant, on en reparlera tout à l'heure. Autre effet, est-ce qu'il faut utiliser des, entre guillemets, manœuvres de recrutement, puisque c'est un peu comme ça qu'on pourrait l'appeler, telles que la ventilation en décubitus ventral. Il y a une étude, moi j'ai essayé de vous retrouver des études qui comparaient les patients entre eux. Donc 17 patients, un volume courant, vous voyez, alors c'est sous ECMO bien sûr, un volume courant qui est faible, une pression selon les recommandations de la RDS net au-dessus de 10 et le volume courant en fait est tel que la pression de plateau ne doit pas dépasser 25, toujours sous ECMO, une fréquence basse. Vous voyez qu'en termes d'oxygénation et d'amélioration des pressions, vous voyez que le décubitus ventral améliore la situation. Donc ce n'est pas sur 17 patients et sur cette étude qu'on peut dire qu'il faut faire du décubitus ventral en ECMO, et ce d'autant que les études qui existent sont des études sur des SDRA, et nous n'avons pas que des SDRA comme malades du poumon, mais c'est quelque chose que l'on peut discuter. Alors, la ventilation spontanée. Alors j'ai été impressionné par le topo précédent parce que les extubés sous ECMO, c'est quand même pas les cas les plus fréquents. Et
ça nécessite quand même des adaptations. Ça dépend quel malade on peut extuber en effet sous ECMO et quel malade du poumon. Donc là, c'est expérimental, hein, c'est 11 brebis à qui on a créé un SDRA. Vous voyez que les brebis saines sont là, celles qui ont le SDRA sont là. On voit que celles à qui on a créé un SDRA, ça c'est avant mise en ECMO, ont en effet un volume courant abaissé, une fréquence respiratoire élevée. Vous voyez qu'elles sont un petit peu fatiguées aussi, elles ont le lactate qui commence à monter, enfin, etc., etc. On les met sous ECMO et on compare la prise en charge du poumon sain, donc pas trop malade, en ventilation spontanée pour la brebis, et puis le poumon qui est malade. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement, pour ceux qui ont fait un peu, qu'on joue un petit peu avec l'ECMO en ventilation spontanée, moi j'ai fait ça un petit peu là où était Hervé Valty à Sherbrooke. On les met facilement en apnée avec l'ECMO, il suffit de baisser la PCO2. Donc on peut certes améliorer les échanges gazeux, mais il faut savoir que si vous avez un malade du poumon, que vous voulez diminuer son travail respiratoire, diminuer la consommation d'oxygène qu'il va faire pour ventiler, pour épurer son CO2, il va falloir adapter vos débits de CEC et en particulier adapter vos débits de balayage pour atteindre votre valeur cible de PCO2 et donc diminuer votre ventilation. Donc la ventilation spontanée chez un malade du poumon, comme le montre cet exemple chez les brebis, va être au prix d'une adaptation de votre CEC. Hein. Donc il faut le savoir, et puis il faut le faire. C'est-à-dire que sinon, on risque de perdre en termes de consommation d'oxygène, d'hémodynamique, etc., etc. Alors, autre point sur la ventilation spontanée, donc là, c'est des patients ventilés. Alors, je ne l'ai pas mis pour faire de la pub. D'ailleurs, je me suis trompé dans le sigle, hein, c'est la PRV et pas la RPV. Pour faire de la pub pour la PRV, je ne crois pas qu'on utilise beaucoup en pédiatrie. Hein, donc c'est 2 niveaux de pression avec un I sur E inversé et autorisant la ventilation spontanée sur des 2 niveaux de pression. Moi j'imagine ça un peu comme une ventilation spontanée avec des épreuves de recrutement cycliques. Hein. Mais quelle ventilation spontanée? Eh bien là, c'est sur 24 patients, ils se sont amusés à comparer une ventilation en pression avec un trigger, hein, c'est-à-dire que le patient pouvait déclencher sa machine, ou une ventilation spontanée sur APRV. Eh bien, sous APRV, on avait une amélioration de l'hémodynamique, de l'oxygénation, diminution des résistances pulmonaires, amélioration de l'effet Shunt. Mais moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que en ventilation en pression avec un patient qui peut déclencher sa machine, eh bien, il n'y avait aucun effet du fait que le patient pouvait triguer et déclencher les cycles. Donc, il y a probablement, en termes de participation du patient à sa ventilation, une importance à les laisser ventiler, si tant est qu'on ne les extube pas, bien sûr, mais probablement que la technique qu'on doit utiliser doit être au moins recherchée, voire adaptée au type de pathologie. Alors, toujours dans la suite de cela, c'est qu'il y a quelques papiers quand même qui sont intéressants et qui sont sortis sur l'ANAVA pendant l'ECMO. Hein. Il y en a au moins un autre, voire 2 autres, pardon. Celui-là m'a semblé le plus intéressant, hein, qui est paru dans Intensive Care. C'était 10 patients en SDRA sous ECMO avec une compliance qui est effondrée, et il comparait une ventilation en pression avec 2 niveaux de trigger pour l'expiration, soit 30 ou 1% du débit max, soit une NAVA réglée pour avoir un volume courant équivalent à la ventilation en pression. Alors, ce qu'il est intéressant de voir, en particulier, ce qui me parle le plus, hein, c'est que le nombre d'événements où il y a une désynchronisation entre le ventilateur et le patient
est significativement plus basse en mode NAVA. Alors, si vous avez le loisir de lire l'article, au moins, il est assez intéressant. Et ça, c'est PSV avec 30% pour le seuil de trigger, 1% et là la NAVA. On voit que le nombre de cycles prématurés, d'asynchronie entre les différents types de ventilation est différent. Ça, c'est sur un exemple. Et puis, si on regarde donc le nombre d'événements d'asynchronie entre le ventilateur et le patient, eh bien, il est nettement diminué avec la NAVA. Donc, si le patient, si l'enfant est en ventilation, n'est pas en ventilation spontanée, intubé, ventilé, mais vous voulez le faire participer à cette ventilation, il est possible, sur ces quelques papiers, que la NAVA puisse avoir un intérêt dans ces situations. Alors, cette revue, alors c'est Sorbo, mais c'est aussi Slutsky qui a fait cette revue en 2015. On voit que pour l'instant, et ce n'est pas la littérature qui va nous aider, c'est que les recommandations sont assez variables. Les objectifs, en plus, ne sont pas tous les mêmes. En général, on dit qu'on va mettre le poumon au repos, mais on met le poumon au repos de façon différente, avec des niveaux de PEP qui sont là aussi très différents, des fréquences respiratoires qui sont différentes. Donc vous voyez qu'en termes de recommandations sur la prise en charge ventilatoire, il reste pas mal de questions. Et puis, dans les questions, on sait, parce qu'on en a eu, que sur des SDRA gravissimes, à la prise en charge initiale, si vous essayez de ventiler en volume contrôlé, vous n'y arrivez pas parce que c'est du 100, 200, enfin j'exagère, mais c'est du 80 de pression de plateau. Donc vous les mettez en pression, et puis là, il y a 0 de volume courant. Et pourtant, ces patients-là, ils récupèrent. Pas tous, mais il y en a un certain nombre qui récupèrent. Donc le VT, peut-être qu'il peut être diminué jusqu'à 0. Pourquoi 3? Pourquoi 6? On ne sait pas. Au moins, on est sûr d'éviter la surdistension. Et puis, on ne va pas aggraver l'atelectastroma, puisque de toute façon, c'est atelectasié, et qu'on ne va pas chercher à le réouvrir. Alors, tout ça, c'est pas des considérations personnelles, c'est des considérations du papier. La PEP, quand vous êtes en assistance totale, est-ce qu'il faut absolument avoir une PEP qui cherche à recruter votre poumon? Comme vous ne savez pas bien ce que vous faites, alors il y en a qui font de l'échographie pulmonaire, mais sinon il y en a qui descendent au scanner. C'est quand même pas simple. On peut toujours dire que tout est faisable, mais c'est pas simple. Sauf évidemment quand vous avez besoin d'améliorer l'hémodynamique. Et il y en a peut-être que ça peut améliorer la récupération pulmonaire, mais on n'en a aucune idée. Donc quand vous êtes en assistance totale, peut-être qu'il faut souffler de temps en temps pour laisser une circulation pulmonaire, mais j'ai aucune notion à vous donner sur le niveau de PEP qu'il faut utiliser. Alors la sédation est souvent nécessaire parce qu'on on parle de SDRA et de malades du poumon et qu'on a dit que la curarisation pendant les 24-48 premières heures pouvait être utile, mais après il faut probablement privilégier une ventilation spontanée. Quel type? Est-ce qu'il faut une ventilation avec un système type NAVA? Est-ce qu'il faut extuber votre patient? Là aussi, c'est difficile à dire. Il faut se méfier quand même des asynchronismes avec le ventilateur parce que c'est là, quand vous êtes en ventilation spontanée et que vous n'arrivez pas à gérer cette ventilation spontanée, que vous risquez d'avoir des volumes courants élevés, une surdistension et une autopep, ce qui irait contre ce qu'on veut faire. Alors, il y a un papier qui est paru en 2014 sur une étude qui est en fait c'était au congrès de l'ATS sur un questionnaire sur 280, vous voyez qu'il y a à peu près la moitié de réponses, avec les objectifs de mise au repos de poumons dans les pratiques, c'est 77% des cas. Des protocoles de ventilation sous ECMO, il n'y a que 27% des centres qui l'ont. Est-ce qu'on fait du recrutement pulmonaire, dont le DV, et que 9% des centres le font?
Je sais que ça ne représente pas l'ensemble, hein, mais la cible reste un VT à 6 ml dans 76% des cas. Et vous voyez que la PEP est plutôt inférieure à 10, ce qui ne va pas vraiment dans les recommandations dans 58% des cas. Alors j'ai été étonné, mais évidemment, je savais qu'il y avait des séries de cas, mais quand on interroge les gens sur leur pratique, vous voyez que non intubé, il n'y a pas grand monde. Hein. La PRV non plus, avec le cible, ça c'est ce que je viens de vous dire pour le VT et pour la PEP. Donc en gros, il y a deux types de stratégies, même si, je vous ai dit, il y en a une qui prend vraiment le dessus. On peut faire de l'assistance partielle, alors si possible, hein, bien sûr, il faut encore avoir suffisamment de poumons pour pouvoir oxygéner votre patient avec la ventilation mécanique. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on peut faire une prise en charge pulmonaire conventionnelle selon les recommandations, avec votre VT au minimum, votre PEP optimale, vous regardez votre pression motrice, votre pression de plateau, et puis, comment dire, ça vous permet, ce type d'assistance, de suivre éventuellement plus facilement l'évolution de la récupération de vos poumons. Quand vous êtes en assistance totale, en ECMO-VV, ben, en gros, on n'a aucune recommandation à faire et éventuellement même, eh bien, on pourrait encore moins ventiler votre patient. Mais bien sûr, tout n'est pas un SDRA. Or, les papiers qui sont publiés, c'est sur des SDRA, entre guillemets, parce qu'il y a des malades qui manifestement n'étaient pas des SDRA, mais qui ont été mis dedans pour des critères d'oxygénation. Et puis, voilà, à part quelques case reports, il n'y a pas de grosses études sur la prise en charge ventilatoire spécifiquement chez l'enfant. Or, en particulier les petits, ne sont pas tout à fait comme des adultes. Alors, et vous, que faites-vous? Et puis, on n'en est pas encore là, moi, je trouve. Hein. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes affections. Et puis, il y a une chose qui n'apparaît pas, c'est ça. La VNI. Voilà. À vous.